Bonjour et bienvenue dans le premier podcast thématique de 2025. Podcast qui m'a été demandé, thématique qui m'a été demandée par Justine, qui je crois connaît un peu mon intérêt pour le grand homme. Mais bon, voilà. Alors comment résumer la vie de cet homme-là qui est bigger than life dans un podcast qui peut essayer de faire à peu près 1 heure. Eh bien, on va essayer. Alors, on va parler bien sûr de sa vie, on va résumer sa vie. On va revenir sur certaines thématiques fortes de ce personnage-là. On va, parce qu'il a des ramifications dans la culture actuelle, si c'est une grande source d'inspiration pour les artistes. Et voilà, on finira par quelques données et quelques petites anecdotes, ou en tous les cas des sources aussi. Alors les sources, comme d'habitude, livres d'histoire que je peux avoir, les biographies que j'ai sur la bestiole, Universalis, Gallica, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai regardé aussi, la bibliothèque, l'Universalis, le dictionnaire des personnages historiques en anglais, parce qu'il y a un très 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 grand article qui a été fait sur ce personnage-là. Il doit faire au bas mot, vous en avez pour au moins 10 jours de lecture. Mais bon, voilà, je suis allée piocher 2-3 infos que je voulais savoir. On parle bien sûr de monsieur Alexandre le Grand. Si, c'est à peu près ça. Alors, Alexandre le Grand est né à Pella, en Macédoine, en 356 avant Jésus-Christ, et il est mort à Babylone en 323 avant Jésus-Christ. Il a été roi de Macédoine de 336 à 323, évidemment, et il était juste le fils de Philippe II et d'Olympias. Il a été annoncé par les divins aussi comme l'enfant du destin, puisque Alexandre naît le 22 juillet 356 avant Jésus-Christ. Il est le fils donc de Philippe II de Macédoine, qui passe pour être de la lignée des Héraclites. Il serait aussi par sa mère un descendant d'Achille. Entre 13 et 16 ans, il a pour précepteur Aristote, excusez du peu, qui lui ouvre l'esprit à toutes les formes de savoir. Puis Plutarque rapporte qu'Alexandre disait ne pas aimer Aristote moins que son père. Devant l'un, la vie, à l'autre, l'art de savoir vivre. C'est quand même une sacrée référence. Alors c'est l'influence du philosophe qui se décèle à travers plusieurs faits, notamment de soumettre la ville de Thèbes, puisque Alexandre y épargne la maison de Pindare et va mener son armée en Égypte. Il va se faire accompagner de lettrés, de savants, et durant toutes ces campagnes, il emporte l'Iliade avec lui, dans une version annotée par Aristote lui-même. Excusez du peu. Alors Alexandre a aussi une autre passion, la passion de l'exploit. Il apprend l'art militaire lors des campagnes de son père contre les Thraces et les Illyriens, puis en commandant la cavalerie à la bataille de Chéronée, donc en 338 avant Jésus-Christ, que livre Philippe II à la Grèce. Ce dernier étant assassiné en 336, Alexandre lui succède et reprend à son compte le projet de guerre contre la Perse, dont le but est de venger les souvenirs des guerres médiques et d'unifier les Grecs derrière le roi de Macédoine. Au début de 334 avant Jésus-Christ, Alexandre laisse le gouvernement de la Macédoine à un général et franchit les Dardanelles, donc l'Hellespont. L'armée du roi de Perse Darius III, très supérieure en nombre, attend les Macédoniens au bord du Granique. C'est un tout petit peu, c'est un petit fleuve côtier en Phrygie, et là, Alexandre remporte contre toute attente la victoire qui lui permet de se rendre maître de l'Asie mineure. C'est là également que se situe un fameux épisode à Gordion. Un oracle avait promis la domination de l'Asie à celui qui viendrait à bout du nœud d'un attelage votif que nul ne pouvait défaire, le nœud gordien, mais Alexandre le trancha d'un coup d'épée, et ce faisant, ou bien éludant l'oracle, ou bien l'accomplit, selon les mots, bien sûr, sur les historiens de Alexandre. Alexandre pénètre donc dans les profondeurs de l'Empire perse, et en 333, il franchit les montagnes de Silésie. La rencontre avec Darius III va avoir lieu dans la plaine d'Issus. Inquiet, le grand roi a voulu prendre Alexandre à revers, et en le coupant, bien sûr, de l'Anatolie.
Plus de 100 000 de ses soldats se retranchèrent derrière des palissades de bois. À la tête de 30 000 hommes uniquement, Alexandre ordonne la charge, écrase l'armée ennemie. Le soir, il dîne dans la tente de Darius, qui a dû fuir, et refusant toute négociation, il poursuit son plan d'encerclement méthodique de la Méditerranée orientale. Il soumet le littoral syrien, les prises de Tyr et de Gaza en 332. Il pénètre en Égypte, qui supporte assez mal le joug des Perses, qui l'accueille, lui, en libérateur. Alexandre occupe la vallée du Nil, fonde Alexandrie, puis s'efforce d'arriver dans le désert. Il va chercher confirmation de son origine divine au temple d'Amon dans l'oasis de Siva. Fort de cette légitimité religieuse qu'il a obtenue, il quitte l'Égypte en 331, traverse le Tigre, l'Euphrate, au-delà duquel Darius III a concentré encore toutes ses troupes qui lui restaient. La bataille décisive se déroule entre Gargamélès et Arbélès en octobre 331, qui sonne le glas à ce moment-là de la dynastie des Achéménides, et Alexandre s'empare de Babylone, de Suse, brûle Persépolis, enfin Parsa, et de 330 à 327, guerroie dans les montagnes de l'Iran oriental, où s'est réfugié Darius III. Il atteint ensuite l'Indus, pensant toucher aux limites du monde connu, et réalise le rêve de l'Empire universel. Et comme il est écrit dans ses mémoires, ici s'est arrêté Alexandre, va pourtant proclamer l'inscription gravée sur une colonne, car son armée étant épuisée, il revient à Suse en 324. Alors, on dit toujours que c'est un génie de la stratégie. Une Pythie de Delphes lui assure à sa mère que son fils est invincible, et fort de sa indoptable volonté, qui met généralement à genoux tous les empires sur lesquels il passe, Alexandre hérite de son père un outil de combat parfaitement rodé qu'il a assimilé notamment lors de ses longues leçons. Et cette armée macédonienne comprend alors une double articulation de formation de cavalerie et d'infanterie, elle-même organisée en unités lourdes et légères. Dans cette armée, la phalange, formée au combat sur une file de 16 hommes en profondeur, ne constitue qu'un élément central, soit, mais un dispositif complexe et souple. Au niveau stratégique, l'originalité d'Alexandre est d'avoir adapté ce dispositif à l'hétérogénéité nouvelle de ses armes, désormais composées, en plus des Macédoniens, d'éléments étrangers, des Thraces, des Crétois notamment. Il comprend ensuite que le cœur du dispositif adverse se situe là où se tient le commandement politique de l'armée, le roi. C'est donc là qu'il fait toujours porter l'effort de ses troupes. Alors Alexandre va s'ériger en héritier de Darius III, qui est assassiné en 330 avant Jésus-Christ. Il conserve une grande partie des institutions de l'Empire perse, la fiscalité, la division en satrapies, et il adopte aussi le cérémonial de la cour, dont il ceint le diadème, fait d'anciens satrapes ses conseillers les plus personnels. Il s'efforce de fondre deux civilisations en une, il encourage l'intégration des Perses dans l'armée, puis favorise les mariages entre ses dignitaires à lui et des jeunes filles de haute extraction, les fameuses noces de Suse au printemps 324, dans l'espoir, bien sûr, d'associer les aristocraties des deux peuples à la marche de l'Empire. Cette politique de l'orientalisation a toutefois bien sûr ses opposants parmi les gréco-macédoniens, qui sont mis rapidement à mort. Oui, Alexandre, il a pas les opposants, c'est pas sa came. Parallèlement, Alexandre veut s'assurer de la diffusion de l'hellénisme par la création des villes. Environ 70 villes vont être créées sous son règne, à laquelle il donne son nom, par exemple, et qui peuplent de colons grecs. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre et dans sa capitale, à Babylone, tout semble annoncer le début d'une prospérité de paix. Et dans tous les coins du monde, ambassadeurs, quémandeurs, Toulouse afflue pour
solliciter la parole royale. Alexandre court et parcourt les alentours de la capitale. Il fait creuser des canaux d'irrigation, il aménage des ports, il fait construire des navires. Au même moment, il y a beaucoup d'expéditions maritimes qui effectuent des reconnaissances le long de la côte d'Arabie. Alexandre d'ailleurs envisage lui-même de partir en expédition entre l'Égypte et la Perse. Il reste l'Arabie, pays de la richesse plus fabuleuse que le réel. Et l'expédition est prête, mais Alexandre va être affaibli rapidement par la malaria et par les blessures qu'il a reçues au cours de ses très nombreuses batailles. Alexandre meurt donc à Babylone à l'âge de 33 ans, le 13 juin 323 avant Jésus-Christ. Alors l'empire qu'il a créé est vraiment sur sa puissante personnalité ne va pas lui survivre. Il va être partagé entre ses généraux qui donnent leur nom à différentes dynasties qu'ils fondent et ces royaumes forment un monde qui s'étend de l'Indus à l'Asie mineure et dans lequel s'épanouit une véritable nouvelle civilisation grecque dite hellénistique. Alexandre est passé dans l'histoire comme un boulet de canon en fait. S'il a donné l'exemple de la tolérance universelle, s'il a ébloui non seulement ses contemporains mais aussi les générations suivantes, il n'en reste pas moins une chose grandiose dans son œuvre, puisqu'il a certes favorisé l'expansion de l'hellénisme, dont ses fondations ont été plus durables après, mais son empire, vite conquis, va se morceler encore plus vite et une période de trouble va succéder à la mort du conquérant. Alors le bilan de Alexandre le Grand se fonde sur une étude de la gestion politique et économique des territoires conquis ou soumis à son autorité. La première conséquence des conquêtes d'Alexandre est la formation d'un des plus vastes empires jamais constitués jusqu'alors, englobant l'empire perse, le royaume de Macédoine et la Grèce, ainsi que les confins nord-ouest de l'Inde. Tous les pouvoirs dont Alexandre était le détenteur, par héritage ou par conquête, sont unis entre ses seules mains. Il possède donc le pouvoir absolu et donc le pouvoir aussi divin. En réalité, son pouvoir s'exerce de façon très différente selon les territoires. En Macédoine, Alexandre a un pouvoir type féodal, fondé sur le soutien de l'aristocratie et de l'armée. Il doit d'ailleurs tenir compte à de très nombreuses reprises de l'avis de ses troupes et va même d'ailleurs finalement renoncer à avancer plus loin que l'Inde sur les conseils de ses généraux. Les Macédoniens forment l'armature politique et militaire du royaume et passent avant les Grecs, avant les Asiatiques. En Asie, Alexandre s'inscrit plus dans un cadre politique établi sous les souverains achéménides qui ont pour habitude de laisser une forme d'autonomie aux gouverneurs provinciaux, donc les satrapes. Alors cette liste qui mentionne donc les satrapes et les régions contrôlées par les Macédoniens a été établie vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, grâce bien sûr aux conquêtes d'Alexandre le Grand, en dehors du royaume de Macédoine, on est bien d'accord, et de ses possessions en Grèce. Et donc certaines capitales ont été énoncées. Donc on peut par exemple parler de la capitale d'Alexandropolis. Vous avez aussi Gordion, la capitale de la Phrygie. Vous avez des noms que vous connaissez, enfin que vous avez déjà entendus. En Égypte, évidemment, Alexandrie, avec ses annexes, hein, bien sûr. En Syrie, vous avez tout ce qui est Antioche, la Mésopotamie, la Babylonie, la Grande Médie, la Perside, enfin tout. Notamment Perside, c'est Persépolis. Susiane, c'est la capitale, c'est Suse, c'est l'Iran. Persépolis, c'est l'Iran aussi. Vous avez aussi des capitales de l'Alexandrie d'Ari, donc qui est en Afghanistan. Vous avez encore Samarcande, qui est en Ouzbékistan. Vous avez bien sûr des endroits que vous avez déjà entendus, comme Kaboul. Et tout ça, il avait des possessions partout, à Peshawar, au Pakistan, en Ouzbékistan, en Iran, enfin bref, partout. Et ce mode de gouvernement choisi par Alexandre a vraiment préfiguré tout le cours de cette, on va dire, dérive qui va arriver à la fin de son règne. Le roi est donc entouré de ses compagnons, de ses amis,
qui sont essentiellement macédoniens, on est bien d'accord. Ils sont à peu près une centaine, et leur rôle est d'accompagner Alexandre à la guerre, mais aussi de gérer les affaires diplomatiques. Il a des gardes du corps, qui sont à peu près, on a répertorié entre 7 et 8 pour cette période-là. Ils sont tous issus de la noblesse macédonienne. Ils forment la garde rapprochée du roi, ceux en qui il a vraiment le plus confiance. Alors on compte parmi ceux-là Ptolémée, Lysamarque, Héphaïstion, qui était quand même son favori, etc., etc. Et les principaux compagnons, donc, qui appartiennent au conseil royal, ne font que conseiller le roi. Quant à l'armée macédonienne, normalement, elle a droit quand même aussi au chapitre, puisqu'elle a une assemblée de Macédoniens où elle peut intervenir pour donner et conseiller le roi. En principe, tous les territoires conquis en Asie à partir de 336 avant Jésus-Christ dépendent de l'autorité du roi, mais derrière cette souveraineté totale, eh bien, il y a une grande diversité de statuts et de situations. La conséquence directe de l'extrême rapidité de la conquête, c'est qu'Alexandre n'a pas pris le temps, en fait, poussé par son expansion et sa volonté de toujours soumettre plus, de réduire l'empire perse totalement, c'est-à-dire qu'il va perdurer, malgré son règne, des principautés autonomes, indépendantes, qui vont globalement rejeter certaines choses, même si il y a quand même des différences assez notables, puisque vous avez l'administration satrapique, les régions gouvernements indirects et les cités grecques, qui sont vraiment les trois entités qui sont à des niveaux divers on va dire, de mainmise d'Alexandre. Alors, vers 325 avant Jésus-Christ, l'administration de l'Empire compte environ une vingtaine de satrapies. Les pratiques qui guident Alexandre dans sa gestion varient fortement. Il est patent. Tout d'abord, il conserve les satrapies de l'Empire avant d'en modifier les limites. Il prend soin de diviser les satrapies trop étendues, sans doute parce qu'il trouve assez dangereux de confier à un seul homme une trop forte assise territoriale. Ainsi, l'Égypte est fractionnée en deux, puis en trois commandements civils. La Syrie est amputée d'une partie de son territoire, puis de la Mésopotamie, qui va être érigée en satrapie autonome, donc en administration directe. Ce qui caractérise d'ailleurs Alexandre, c'est la facilité avec laquelle il s'est composé avec la réalité. Il concentre tous les pouvoirs, il accepte certaines situations, mais bon voilà, son administration est très efficace, et puis il lève les impôts. Bon. D'autre part, Alexandre décide de répartir les attributions satrapiques entre plusieurs titulaires, généralement un Perse pour les affaires civiles et un Macédonien pour les affaires militaires. Ce cas est variable en particulier pour les satrapies orientales, puisqu'en Asie mineure, presque tous les satrapes cumulent les deux autorités. Et à l'entrée dans Babylone en fin octobre 331, ça va marquer un tournant, vraiment, car pour la première fois, Alexandre confie à un noble perse qui rallie à sa cause la satrapie de Babylonie. Sur les 12 satrapies conquises ou créées, dans un laps de temps assez court, 331-327, une seule revient à un Macédonien. Et Alexandre va accorder le pardon à tous les satrapes qui se rallient à lui et maintient à leur poste ou réétablit rapidement un grand nombre d'entre eux s'ils se soumettent. Alors, beaucoup de satrapes vont se soumettre, d'autres non. Et il va se baser aussi sur des gens qu'il connaît depuis l'enfance, puisque, par exemple, Bactriane avait été réfugié à la cour de Philippe II, dont la fille, Barsine, est la maîtresse du roi pendant quelques années. Enfin, le mariage d'Alexandre avec la fameuse Roxane, fille du noble Oxyatès, permet un ralliement durable entre la noblesse perse, du moins une partie d'entre elles, car il est perçu comme la preuve d'un engagement durable en Asie.
Pour autant, la confiance d'Alexandre dans les satrapes n'est pas vraiment totale, d'où ce partage des pouvoirs civils et militaires dont je parlais. Et les révoltes de plusieurs satrapes, notamment en Asie, vont être révélatrices du peu de fiabilité qu'Alexandre peut accorder à ses hommes habitués à une certaine autonomie sous l'empire, bien sûr, de Darius III et de ses prédécesseurs, mais le roi, voilà, il ne leur fait pas trop confiance. Alors la difficulté est continuelle pour le roi, puisqu'en fait, c'est de concilier les pouvoirs étendus des satrapes avec la volonté de conserver un pouvoir royal absolu. Et c'est un dilemme qui donne l'impression que l'Empire est en perpétuelle évolution au point de vue administratif, mais en réalité, c'est la présence, ou plus ou moins plutôt l'absence du roi, qui conduit ces satrapes à obéir ou à soulever. Et d'ailleurs, il y a une purge à laquelle Alexandre va se livrer à son retour d'Inde, qui va être la révélatrice du comportement de certains satrapes, qui, suite à cet événement, vont réellement voir la réforme que va faire le roi. Il se contente d'ailleurs de remplacer certains satrapes coupables, donc les Macédoniens comme les Perses, par des proches en qui il a personnellement confiance. Et il arrive d'ailleurs que des proches le trahissent, puisqu'il va être trahi par son trésorier et ami d'enfance Harpal, juste à la fin de sa vie. Alors il a conquis d'énormes territoires. On en a cité beaucoup, mais par exemple Chypre ou Cyrène ont d'excellentes relations avec Alexandre et sont situées pourtant ils sont situés en dehors de l'Empire. Elles ne sont intégrées d'ailleurs à l'Empire qu'après la mort d'Alexandre lors des guerres de Diadoque. Et c'est vraiment des statuts très différents. Le cas de l'Inde, par exemple, est typique de la grande variabilité des statuts qui existent à l'intérieur même du territoire. Ainsi, l'Inde est divisée au fur et à mesure de la conquête d'Alexandre en 3 satrapies, qui fusionnent en partie en 325, mais à l'intérieur de ce cadre-là, il y a de nombreux princes locaux qui vont être alliés à Alexandre et qui vont rester soit indépendants, soit autonomes. En 324, le roi Taxilès, par exemple, récupère les pouvoirs de Philippe, qui est un Hindu moyen, et qui vient de mourir, et se retrouve donc satrape et dynaste. Quant au roi Poros, il est maintenu sur le trône dans le Pendjab. Il devient le représentant personnel d'Alexandre dans son propre royaume. Et donc Alexandre comprend qu'il est quand même préférable de laisser les dirigeants et les administrateurs locaux traditionnels plutôt que d'imposer des Grecs et des Macédoniens pour lesquels il va aller en conflit armé derrière. Alors il y a le cas des cités grecques, on est bien d'accord, parce que c'est assez compliqué d'expliquer les relations nouées entre Alexandre et l'ensemble des cités grecques d'Asie. Les historiens ignorent encore si Alexandre les a libérés en leur accordant en gros l'autonomie complète et en les faisant rentrer dans cette ligue de Corinthe, ou si en gros il les a placés sous sa domination. Alors il semble que les cités aient été affranchies, mais elles n'en restaient pas moins que leur monnaie locale était, à de très rares exceptions, soit supprimée, ou parfois Alexandre récupérait la cité comme il l'entendait. Oh, super. Un décret et hop, directement dans le giron. Alors la question centrale est de savoir si Alexandre à un moment ou à un autre a vraiment édicté des règles s'appliquant à l'ensemble des cités grecques, au moins en Asie. La seule référence qu'on a, c'est au printemps 331 où Alexandre a chargé plusieurs de ses proches de lever spécifiquement des conditions, même faibles, auprès des cités, car celles-ci ne dépendaient pas des satrapies. Et à partir de 330, Alexandre va exiger une contribution volontaire des cités grecques. Il va même charger un de ses proches de le faire. Et la liberté des cités, qui reste théorique et assez limitée à l'autorité royale, s'avère de plus en plus importante. Alexandre fait lire aux Jeux Olympiques de 324 par son envoyé Nicanor sa fameuse proclamation sur les bannis, et au terme des Jeux, les cités grecques d'Europe et d'Asie doivent rappeler tous leurs exilés. C'est un décret qui est en partie à l'origine de la guerre Lamiaque, et qui va
éclaté quelques semaines après la mort d'Alexandre, à force, on va dire, des lois auprès des législateurs de chaque cité. Tout le monde, évidemment, va vouloir sa part du gâteau. On est bien d'accord sur la question. Alors, la conquête des territoires, aussi vastes qu'ils soient, pose un problème, et notamment de nombreux problèmes de maintien d'ordre à l'intérieur de l'Empire. Alexandre n'hésitera jamais à utiliser des méthodes particulièrement violentes pour écraser les oppositions. Il a une véritable fascination sur ce personnage, et son expédition est véritablement une suite ininterrompue de batailles. De temps en temps, il a une attitude magnanime, et il va être loué pour ça. Mais de l'autre côté, il a quand même anéanti quelques petites villes, par exemple Thèbes, Tyr, Gaza, Syropolis. Il a les temples de Persépolis qui sont incendiés. Il va prendre plus de 7 cités, dont Marakanda, la capitale de Sordiane, et ça va se dérouler des combats assez apocalyptiques. Les campagnes sont incendiées, les populations sont massacrées ou déplacées. Évidemment, pour briser la résistance de ce chef sogdien. En Inde, il va faire une véritable campagne d'extermination, à tel point qu'Arien utilise l'expression satrape de Maliens survivants pour désigner l'officier chargé de gouverner. Et un des moyens les plus utilisés par Alexandre pour contrôler son empire est la création de cités. Plutarque va dire qu'Alexandre aurait fondé à peu près 70 villes. Ce chiffre, les historiens le pondèrent très régulièrement, parce qu'en fait, il englobe en partie des cités créées par ses successeurs, et d'autre part, les auteurs anciens qualifiés de police, donc de simples garnisons militaires. Donc, autant vous dire qu'on n'en est pas sûr. En réalité, il semblerait que les historiens tablent plutôt sur une vingtaine de cités, et 34 s'ils ajoutent les garnisons militaires qui étaient présentes. Alors, la fondation a un triple rôle: présence militaire, contrôle de la population. Il veut sédentariser les nomades en particulier, et bien sûr une fonction économique et fiscale. Et il ne fait guère de doute d'ailleurs que les motivations de Alexandre sont essentiellement militaires. La fondation, au cours de sa dure campagne de 330 en Ari et en Dragiane, des 4 villes que sont Alexandrie d'Aricosie, Alexandrie d'Arion, et Alexandrie du Caucase et Alexandrie Prophotasia, ont pour objectif d'encadrer les massifs afghans et de maintenir le contrôle des grandes voies de communication. Et d'ailleurs, la plupart de ces fondations sont situées à l'est du Tigre, même si il est probable, selon les historiens, que du fait de leur position stratégique, eh bien, l'esprit de certaines de ces cités sont appelés à devenir des centres économiques majeurs de l'Empire. Et donc, d'ailleurs, le cas d'Alexandrie est, à ce titre-là, assez symptomatique. Dans son élaboration de ces implantations de ces cités, et donc de la fondation par Alexandre, eh bien, il y a énormément de choses qui ont été faites. Il est très difficile de connaître l'ensemble, bien sûr, des chiffres précis, mais l'ampleur du peuplement grec semble assez considérable. La révolte, par exemple, des Grecs de Bactriane à la mort d'Alexandre monopolise presque 20 000 fantassins et 3 000 cavaliers, ce qui est quand même assez considérable. Alors, avec les Égyptiens et les peuples asiatiques, Alexandre, lui, alors carrément, accède au statut de roi-dieu. Oui, bon, rien que ça. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre se fait proclamer pharaon à Memphis. Ah si, bon, on y va. Sachant que bien sûr le pharaon est traditionnellement perçu comme la personnification d'Horus, et cette désignation, à considérer comme une gratification, bien sûr, à l'égard de celui qui a libéré les Égyptiens du joug perse, est confirmée par un oracle. Et l'oracle Amon-Zeus, dans l'oasis du Siwa, le désigne comme le descendant direct d'une dieu Amon,
Et cette salutation conforme à l'étiquette, bien sûr, égyptienne, est très largement exploitée par la propagande de Alexandre. Il se rend ensuite dans l'oasis du Siwa, où il rencontre l'oracle Zeus Ammon, qui lui confirme, bien sûr, qu'il est le descendant direct. Alors à Babylone, Alexandre est roi, de par la volonté du dieu tutélaire de la cité. Alexandre suit scrupuleusement les rites religieux babyloniens, fait restaurer certains temples, et par là même, en fait, il va se faire reconnaître comme souverain légitime du pays et des 4 parties du monde. Tout va bien. Il reçoit surtout l'appui des terminants, de la caste sacerdotale babylonienne, et c'est bien d'ailleurs pourquoi Alexandre cherche à être honoré comme un dieu par tous ses sujets, parce qu'il paraît assez peu probable qu'il ait cru véritablement en être un. D'ailleurs, son meilleur ami Héphaïston, et peut-être plus si affinité, et lui en faisait régulièrement un sujet de plaisanterie. Il était convaincu de l'essence divine de sa mission, et il pensait peut-être même sincèrement être le fils de Dieu, mais il avait des accès de colère, notamment quand certaines personnes le comparaient à son père Philippe II. Alexandre est persuadé que la reconnaissance de sa divinité dans tout l'Empire forgera le lien moral indispensable pour parfaire l'unité, qu'il sait fragile, à tout l'ensemble de sa structure. Et la conséquence directe de cette volonté est la notion de pouvoir, telle qu'elle était conçue jusqu'alors en Grèce et en Macédoine, et celle-ci va plus ou moins s'altérer au fil du temps. Le droit divin supplante le droit par la naissance ou l'élection, et c'est cette notion qui va connaître le succès que l'on sait bien sûr dans la Rome antique, dans la France de l'Ancien Régime. Alors la mort d'Alexandre semble à ce moment-là mettre fin à cette divinisation et du culte d'Alexandre. Ainsi, au moment de sa prise de fonction à la tête de l'armée royale en Cilicie en 319, Eumène de Cardia instaure une cérémonie autour du trône d'Alexandre. Les généraux et les satrapes ralliés à Eumène tiennent par la suite un conseil et procèdent à ce cérémonial. Ce recours du souvenir du conquérant Alexandre permet surtout de remporter l'adhésion des soldats macédoniens. Alexandre, bien sûr, a marqué par sa volonté de réaliser une fusion entre les élites irano-macédoniennes, notamment par son mariage avec Roxane, ainsi que les noces de Suse, dont on a parlé tout à l'heure, où 10 000 Grecs et Macédoniens, y compris la plupart de ses généraux d'ailleurs, vont épouser le même jour des femmes asiatiques. Alexandre va épouser Stratéria, qui est la fille aînée de Darius III, et Pyrisatis, une fille de Antarxérex. Et donc son ami Héphaïston va épouser une des sœurs cadettes de la nouvelle épouse de Alexandre. Alors les mariages se font à la mode perse, ce qui ne manque pas bien sûr de provoquer la désapprobation des Macédoniens, qui ont déjà vu de très mauvais œil leur roi s'unir à Roxane, et qui conclut en fait qu'Alexandre s'éloigne des coutumes grecques et qui veut adopter une mentalité qu'ils jugent eux barbares. Et donc Alexandre marque également à ce moment-là la volonté d'intégrer de jeunes soldats perses en les armant à la macédonienne. Et ceux-ci sont conduits à Babylone en 323 par le satrape Perside, et tout le monde va arriver à ce moment-là. Alors bien sûr, on dit que Alexandre avait la volonté de s'entourer d'un cérémonial à la fois emprunté à la Perse, mais aussi fortement macédonien et grec. C'est vraiment les compagnons d'Alexandre, ces soldats, adhèrent pas vraiment à son souhait de fusionner les peuples, et ils hésitent quand même à se rebeller. C'est quand même le chef, voilà. Mais bien sûr, sa mort va arriver à être une chose beaucoup plus facile. Alors, il y a de très nombreux livres qui essayent d'analyser l'impact économique de la conquête d'Alexandre à ce moment-là. Je suis désolée pour Hux, mais il a décidé... Ah, vous savez, Hux est très jaloux, Alexandre c'est un grand conquistador, donc ça ne lui plaît pas. Il y a de très nombreux auteurs qui s'intéressent à ça, qui veulent savoir quel était l'impact politique
et notamment la valeur de ces conquêtes, dans cette exploitation des conquêtes et des territoires conquis, parce qu'il est allé nulle part ailleurs, en fait. Il est parti toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Et à la mort du roi, en fait, il reste qu'un certain Justin, en fait, qui fait l'état des lieux, et il y a très peu d'argent dans les caisses. Ça a été un peu englobé. Alors, évidemment, Alexandre a marqué la vie et les territoires, et a réussi une expansion commerciale assez conséquente, puisqu'il a créé des endroits, il a créé des villes qui ont prospéré par la suite, et même après sa mort, il y a d'ailleurs un projet maritime de grande ampleur vers l'Arabie qui va être repris, puisque Alexandre avait fait édifier un port immense dans le golfe Persique, qui avait une capacité de 1000 navires à l'époque, et donc tous ces, on va dire, ses successeurs vont essayer de faire en sorte que le projet d'Alexandre, qui était de coloniser la côte du golfe Persique et les îles, devienne une réalité, même si c'était très compliqué à faire pour ses descendants. Alors, les historiens de l'Antiquité vont eux aussi avoir du mal à distinguer les buts économiques, commerciaux et les objectifs militaires d'Alexandre, que ce soit dans les cas des cités fondées en Asie ou des intérêts du roi lui-même, de ces Macédoniens et des Perses. Tout ceci va rentrer dans un schéma où, plus ou moins petit à petit, Alexandre va devenir primordial. Les gens vont se demander quelle était la politique monétaire d'Alexandre, puisqu'il va faire frapper sa monnaie pour la première fois à Tarse, au printemps de l'année 333. Il va s'emparer d'ailleurs des ateliers monétaires de Phénicie, de Byblos ou de Sidon, et tout ça, ça va contribuer à l'expansion monétaire, à l'expansion de l'argent, et bien sûr au bilan économique. Alors, il y a encore énormément de points d'achoppement. Il y en a certains qui disent que c'est un brigand des nations, d'autres qui disaient qu'il avait une activité bienfaisante, ou alors une opération de pillage organisée, de l'Asie à carrément l'Europe, avec des prélèvements fiscaux sur les masses paysannes ou des droits de commerce qui sont redistribués après aux officiers et aux soldats d'Alexandre, excusez du peu. Entre 334 et 323, il y a quand même plus de 30 000 mercenaires grecs, sans compter les soldats macédoniens, bien sûr, qui regagnent leur patrie avec le butin. Et d'ailleurs, à la mort d'Alexandre, il va charger Cratère de raccompagner près de 50 000 vétérans supplémentaires. Et tout ça avec des mouvements de fond, on est bien d'accord, tout le monde repart avec son petit paquet, magot, etc. Alors, il y a beaucoup de sources antiques. Vous avez, tout à l'heure on a parlé Arien, donc Anabase, qui parlait de l'Inde. Vous avez Diodore de Sicile, qui a établi dans ses dans bibliothèque historique du XVIIe siècle certaines choses sur Alexandre. Vous avez Justin, tout à l'heure, dont on a parlé, abrégé des histoires philippiques de Trogue, Pompée, pareil. Kent Kurz, grand historien de Alexandre le Grand, Plutarque évidemment, qui parle d'Alexandre dans ses vies parallèles, ou alors Strabon, qui parle d'Alexandre encore dans la géographie. Alors il y a des bibliographies sur Alexandre, si vous voulez, il y en a beaucoup, mais on peut citer par exemple Alexandre le Grand, par Pierre Briand, qui est sorti aux éditions Que sais-je en 1994, ou encore De la Grèce à l'Orient, Alexandre le Grand chez Gallimard en 1984, ou encore Alexandre le Grand de la Grèce à l'Inde, découverte Gallimard, réactualisée en 2005. Vous avez aussi Le monde grec et l'Orient, Alexandre et la conquête de l'Orient, aux éditions Presse universitaire de France en 1993 par Paul Goukowski. Vous avez aussi Michel Rostoksiev dans l'histoire économique et sociale du monde helléniste, qui est paru chez Robert Laffont en 1989, ou encore Édouard Will dans l'histoire politique du monde hellénique 323-30 avant Jésus-Christ, qui est sorti aux collisions, je crois que c'est ce Seuil, je n'ai pas noté, merde, je crois que c'est Seuil, en 2003. Alors, il y a la conquête politique, il y a la conquête
territorial, il y a tout ce qu'il y a, mais il y a aussi Alexandre le Grand dans les arts. Parce qu'à travers l'histoire, la culture, les religions vont littéralement mettre Alexandre le Grand dans la postérité. Et de l'Antiquité à nos jours, la plupart des œuvres contemporaines ou originales, qui ont d'ailleurs disparu, certaines ont été copiées, notamment à l'époque romaine, et ce qui nous permet en fait de voir certaines choses apparaître. Alors à l'époque moderne, Alexandre est vraiment un thème privilégié dans la peinture, par exemple, et de nos jours, il est rentré dans la culture populaire, notamment dans les romans historiques, dans les chansons ou carrément dans des jeux vidéo. Alors, sculpture antique, on va dire que le fait qu'Alexandre soit érigé en modèle par les dirigeants gréco-romains a créé une large demande de copies d'originaux sculptés de son vivant ou de nouvelles œuvres, de sorte qu'Alexandre va devenir la véritable figure historique grecque la plus représentée dans l'art sculptural. Il y a énormément de copies qui ont été faites, hellénistes et romaines, notamment de Lysippe, qui subsistent de nos jours. Et le portrait d'Alexandre jeune de l'Albertinium à Dresde serait une copie du plus ancien portrait qu'on connaisse, de 338 à 336. Et le fils de Cratère a commandé à Lysippe une statue à Delphes, représentant son père et Alexandre lors d'une chasse au lion. Cette statue d'ailleurs est connue par une mosaïque découverte à Pélas. Alors, vous avez aussi la sculpture médiévale. Et au Moyen-Âge, la figure d'Alexandre rencontre dans la sculpture médiévale l'ascension d'Alexandre qui est monté au ciel, un char tiré par 2 griffons, je suppose que vous l'avez déjà vu, comme c'est écrit d'ailleurs dans le roman d'Alexandre. C'est un thème qui sert à illustrer le péché et l'orgueil, bien sûr, car Alexandre, après un vol de 7 jours, comprend que sa mission est impossible et revient sur Terre en reconnaissant son erreur. Et c'est un thème qui est courant sur les ivoires, sur les tissus, sur les sculptures de l'Empire byzantin. Il y a le relief de la basilique Saint-Marc à Venise, une œuvre qui date du XIe siècle, qui est originaire de Constantinople, qui rassemble les représentations des triomphes des empereurs romains et byzantins. Et Alexandre porte le costume d'empereur byzantin. Il est représenté debout sur son char avec 2 griffons. Le char monte vers le ciel grâce aux efforts des oiseaux pour attraper la nourriture qu'Alexandre tend au bout d'un bâton. Alors, ces thèmes se rencontrent dans de nombreux chapiteaux romains, dans l'abbaye de Conques par exemple, ou dans nombreuses cathédrales en Italie, comme celle de Narni ou de Fidenza, ou encore dans les églises le long du Rhin, à Fribourg, à Bâle aussi, et aussi en Angleterre et en Espagne. Et il figure aussi dans la sculpture moderne et contemporaine, et bien sûr, évidemment. Puisque au XVIIe et XVIIIe, Alexandre inspire les sculpteurs qui inscrivent son nom et sa vie dans le classicisme, d'ailleurs comme Pierre Puget. Et il est représenté aussi sur des bas-reliefs. Alors on trouve aussi Alexandre le Grand dans la joaillerie, dans les médailles, dans les camées, dans la vaisselle. Il y a un camé à l'effigie d'Alexandre, par exemple, portant les cornes d'amont, qu'on trouve dans le cabinet des médailles à la BNF, si ça vous intéresse. Vous avez un avers de médaillon à l'effigie d'Alexandre sur une armure qui figure d'Athéna, où en est d'une figure d'Athéna, etc., qui date du IIIe siècle. Vous avez des revers de médaillons à l'effigie d'Alexandre et de Niké qui montent sur un char flanqué de Roma et Mars. Vous avez des médaillons aussi à l'effigie d'Alexandre sur des armures de l'époque romaine. Donc c'est une figure emblématique. Et bien sûr, vous arrivez à la peinture antique et les mosaïques. Alors là, on y va à l'appel. Vous en avez 2 partout. C'est véritablement, il y a des mosaïques, des représentations de peinture où Alexandre était en compagnon de ses favoris, donc notamment Cratère, mais surtout Héphaïstion. Elle date d'ailleurs pratiquement du dernier quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous avez des sculptures originales de Lysippe, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez des mosaïques d'Alexandre qui montrent Alexandre
battant Darius III. Vous avez des représentations de ces batailles d'Issos, vous avez des représentations de ces batailles à Gargamélès. Voilà, il y a des mosaïques un peu de partout, c'est surtout réalisé à l'époque médiévale, notamment dans les cathédrales d'Otrante, de Trani ou de Tarente dans les Pouilles. Vous avez énormément de légendes qui sont issues de l'origine de Alexandre, et notamment dans le roman d'Alexandre. Alors en peinture moderne, vous allez me dire, ah bah peut-être pas, bah si, pareil, Alexandre est un sujet principal de certains tableaux de l'époque moderne, notamment de Raphaël, notamment de Rubens, notamment de Von Ross, de Lebrun, de Jean-Simon Barthélemy, et même encore dans une forme, dans un médaillon d'un tableau de Rembrandt, carrément, qui intitule Aristote contemple un buste d'Homère. Il y est dedans. Voilà. Et en 1660, Louis XIV commande à Charles le Brun les reines de Perse au pied d'Alexandre, qui met en scène la clémence du conquérant envers la famille de Darius III, alors que Louis XIV lui-même a lui-même pardonné au Grand Condé d'avoir rallié la Fronde. Alors le roi commande ensuite à Lebrun une série de tableaux censés mettre en valeur les vertus royales. Alexandre tranchant le nœud gordien, la détermination, Alexandre pardonnant à Timoclée la générosité, Alexandre chassant la femme, la justice, puis il commande des tableaux ayant des thèmes guerriers réalisés entre 1663 et 1673. Notamment, on peut citer le passage du Granique, la bataille de Barbélès, la bataille de Hydaspes, qui est aussi notée, je crois que ça s'appelle Alexandre et Porus, je crois. Mais bon. Et l'entrée d'Alexandre, évidemment, à Babylone, on y va. C'est un cycle monumental qui est présenté au salon de 1673 en 1673 pour les autres, dans le grand appartement du roi à Versailles. D'ailleurs, Lebrun fait figurer Alexandre sur les plafonds à côté d'autres grands conquérants. L'épisode qui est, on va dire, devenu légendaire, qui veut qu'Alexandre ait offert sa favorite à son peintre attitré Apelle, a inspiré de nombreux peintres, notamment au XIXe siècle, comme Gandolfi ou Restou, ou encore Meignet ou encore Langlois. Voilà. Alors, les peintres du 19e, tels que Gustave Moreau, vont représenter dans le courant symboliste Alexandre le Grand, notamment dans le Triomphe d'Alexandre le Grand, qui est une peinture. Alors, on en trouve aussi dans les enluminures, dans les miniatures. Oui, en Europe médiévale, Alexandre, c'est un sujet, dans la lignée du roman d'Alexandre, on inspire les enluminures, on en met un peu de partout. Il y a même des petites miniatures d'Alexandre qui illustrent des manuscrits tels que le Codex Barocchi en 17 de la bibliothèque d'Oxford, qui date du XIIIe siècle, ou encore dans celui de l'Institut grec de Venise qui date du XIVe. Oh, oui. Alors, on parle aussi des gravures, alors là, allons-y. Les gravures à l'époque moderne. Évidemment, c'est une édition en français de l'histoire d'Alexandre le Grand par Kent Kurz, qui date de 1696, qui est agrémentée d'une série de gravures illustrant des épisodes de son épopée. Et toutes ces gravures et illustrations vont perdurer, y compris à la fin du XXe siècle, avec de nombreuses gravures d'Alexandre, on va dire, illustrées et faites par André Castagne. Mais vous allez me dire, il n'y a pas que la peinture et l'illustration et les miniatures, il y a la littérature. Ah bah alors là, allons-y gaiement. N'ayez pas peur, commencez, parce que dès le IIe siècle, Lucien de Samosate dépeint Alexandre dans les dialogues des morts, en compagnie de Minos, d'Hannibal Barca ou alors de Scipion l'Africain. À la fin de l'Antiquité, l'épopée d'Alexandre est connue à travers un récit légendaire rédigé à Alexandrie au IIIe siècle par Pseudo-Callisthène. La vie et les hauts faits d'Alexandre de Macédoine, communément appelé le roman d'Alexandre dont j'ai cité tout à l'heure. C'est un texte qui mêle réalité historique et légendes d'origine grecque et égyptienne et qui se compose de 3 livres. Le livre 1 traite de l'épopée d'Alexandre en Grèce, en Asie mineure et en Égypte. Le deuxième traite de l'épopée d'Alexandre en Perse, dans la
conquête de l'Empire perse. Et le troisième parle de l'exploration de l'Inde. Il a été adapté en latin au IVe siècle par Julius Valerius sous le titre L'histoire d'Alexandre de Macédoine. Et c'est donc du pseudo-Califstène que part la plupart des légendes et des vies et des romans et des histoires et des exploits historiques d'Alexandre qui se multiplient comme du petit pain à partir du 5e siècle. On en a deux partout. Ça va de récits basiques jusqu'à certaines constructions dans des romans, dans des chansons, etc. Je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas vérifié, mais je me souviens avoir lu dans un article qui avait été consacré à Alexandre, notamment dans la littérature, qui a un passage dans le Coran, dans une sourate, qui serait inspiré de quelque chose d'Alexandre. Mais bon, voilà. Vous avez énormément de publications qui ont été faites à ce moment-là, vraiment dans la littérature de base. Et puis la littérature médiévale arrive, et au Moyen-Âge, en Occident, Alexandre le Grand, c'est Alexandre le Grand. Alors évidemment, on a parlé de Quinte Curce qui est allé Vamos à la playa, mais alors vous avez tous les autres. Et au XIIe siècle, se développe notamment à la cour d'Henri II, Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, une littérature en langue française consacrée à Alexandre, dont d'ailleurs le roman d'Alexandre, qui fait de lui en fait un modèle de chevalier courtois. Et il sert à ce moment-là de modèle à deux œuvres en vers. Le premier sous le titre Roman de toute chevalerie qui est attribué à Thomas de Kent, et le second sous le titre Roman d'Alexandre qui est attribué à Alexandre de Bernay. De là provient l'alexandrin, puisque c'était en pied, en vers, etc., de 12 syllabes, donc d'où l'alexandrin. Terme forgé au XVe siècle, et au début du XIVe siècle est publiée la vraie histoire du bon roi Alexandre. Au milieu du XIVe siècle encore, Jean Vauquelin compile les romans d'Alexandre dans le livre des conquêtes et des faits d'Alexandre. Au milieu du XVe, c'est carrément Johannes Hartlieb qui traduit en allemand le roman d'Alexandre, et dans l'Angleterre médiévale, l'ouvrage le plus populaire s'appelle l'histoire des batailles d'Alexandre, et Quinte Curce est traduit en français entre 1461 et 1468, et il y a d'ailleurs une dédicace à Charles le Téméraire. Alors l'histoire d'Alexandre, qui incarne les valeurs chevaleresques, c'est aussi un sujet de poésie. Entre 1178 et 1182, Gauthier de Châtillon compose en latin l'Alexandrite, un poème épique fondé d'ailleurs sur les histoires qui ont déjà été faites par Pseudo-Callisthène et Quinte Curce, et s'inspire bien sûr de Virgile. Alors cette œuvre a l'ambition d'exalter à travers la figure d'Alexandre, qui devient victime de sa démesure, celle de Philippe II Auguste qui s'apprête à conquérir Jérusalem. Et au milieu du XIIe siècle, il y a des chansons d'Alexandre qui commencent à fleurir. Alors on en voit dans le XIIIe siècle avec Henri Dandeli qui compose en langue romaine le lait d'Aristote. En Angleterre, il faut attendre le XIVe siècle pour voir apparaître un poème en anglais moyen, ou en moyen anglais, en vérité c'est plus correct de dire moyen anglais, du King Alexander. Et Alexandre est mentionné y compris par Dante dans ses traités de monarchie et il convivio, qui sont écrits donc d'ailleurs au XIVe siècle. Dans la Divine Comédie, l'auteur d'ailleurs fait référence à Alexandre, si vous l'avez lu, comme étant un tyran, et il est notablement absent de la liste des païens vertueux dans l'enfer. Alexandre est évoqué de manière légendaire par certains poètes ou écrivains d'Égypte, y compris dans les traditions d'Andalousie, on arrive à le retrouver là. Il est aussi connu dans la littérature perse sous le nom de Iskandar ou Sikandar. Dans le livre des rois, qui est l'un des livres les plus anciens en persan et
qui a été écrit par Ferdowsi au début du XIe siècle. Il contient carrément un chapitre sur Alexandre qui expose son histoire mythique de la Perse, et ensuite il décrit ce roi, ce fils de roi de Perse mythique, en raison des tensions, etc. Donc il y a véritablement une littérature perse sur Alexandre le Grand, où il y a même des poèmes, puisqu'il y a un poème en persan qui s'appelle Eskandar Namé, qui est le livre d'Alexandre, qui fait partie un des 5 poèmes de Nizami, qui a été créé à la fin du XIIe siècle. Alors Jean de Mondeville a rédigé, lui, entre 1355 et 1357, un ouvrage géographique intitulé Les livres des merveilles du monde, et il y parle des faits de Alexandre, mêlant bien sûr la légende et l'histoire. Et pour ce faire, ils se fondent d'ailleurs toujours sur ce fameux roman d'Alexandre, et aussi sur un écrit d'un certain Vincent de Beauvais, qui avait rajouté quelques détails de son cru, pas forcément vrai, mais la légende. Alors, au XVIIe siècle, au temps des Précieuses, Alexandre est un héros de roman, infortuné en amour. Et il va devenir à ce moment-là une figure populaire du théâtre. Claude Boyer compose en 747, oui c'est ça, Porus sous la générosité d'Alexandre, qui obtient un certain succès, qui va inspirer Jean Racine. Ce dernier va composer sa fameuse tragédie en 5 actes intitulée Alexandre le Grand, pièce que j'adore, qui est composée en vers de 1548 alexandrins. Elle est jouée pour la première fois le 4 décembre 1665 au théâtre du Palais-Royal par la troupe de Molière. Elle a pour sujet bien sûr les amours d'Alexandre et de la reine Axiane, qui est un personnage d'ailleurs fictif, mais aussi sa rivalité avec les rois indiens de Poros et de Taxilès pour l'amour de la reine Cléophile. Alors, Racine a un souci de réalisme historique, il va fonder son intrigue sur le livre 8 de l'histoire d'Alexandre le Grand, donc de 15 curses, et Racine illustre même la clémence d'Alexandre envers Poros, qu'il a vaincu d'ailleurs lors d'une bataille, et à travers le personnage Alexandre, Louis XIV qui est célébré, c'est Louis XIV qui est célébré, on est bien d'accord, et donc la pièce se retrouve un très très grand succès et assure à Racine le soutien du roi Soleil. C'est pas mal. Alors, dans la littérature contemporaine, on peut citer L'homme qui voulut être roi, du très génial Rudyard Kipling, qui avait publié en 1888 et qui ne raconte pas l'épopée d'Alexandre, mais évoque sa conquête de l'Afghanistan actuel, en décrivant les habitants, de certains habitants qui descendraient de colons gréco-macédoniens de cette époque-là. Et d'ailleurs, ça a été même porté à l'écran par John Huston en 1975. Alors, vous avez beaucoup de choses qui arrivent. Il y a, en 1894, il y a une romancière qui s'appelait Maria Savi Lopez, qui était italienne, qui a tiré une épopée dans son livre. Vous avez Alexandre qui fait figure dans les romans historiques du XXe siècle, bien évidemment. Alors vous avez l'Alexandre de Klaus Mann, sublime. Bon, bref, où il décrit Alexandre qui a créé un univers propre. Alors c'est à la fois très symbolique et très fou, on va dire, parce qu'il se voyant l'égal des dieux, en fait, il explique qu'il poursuivait ses rêves jusqu'à la folie. Vous avez bien sûr l'académicien Maurice Druon qui a publié Alexandre le Grand en 1958, qui est une biographie romancée, bien sûr. Vous avez encore des symboles qui vont arriver, puisque il y a des rapprochements entre l'empire d'Alexandre le Grand et l'expansion du Troisième Reich. Il faut quand même le faire, puisque en fait il y a eu une espèce de culte dans la propagande nazie de cette époque de Alexandre le Grand. En 1964, vous avez Jacques Benoît Méchain qui publie Alexandre le Grand ou le rêve dépassé dans la série Le rêve le plus long de l'histoire. Et le Sorian de Lorient et anciens collaborateurs d'ailleurs proposent cette version biographique qui n'était pas encore traduite en France et qui venait
d'un autre pays, de la Hollande, et qui l'a traduit en français. Vous avez aussi, bien sûr, l'écrivaine britannique Marie Renaud, que j'ai lu, qui est réputée pour ses romans, la plupart du temps, historiques sur la Grèce antique et la mythologie, et qui a consacré une trilogie à Alexandre, Le feu du ciel, L'enfant perse et les jeux funéraires, où elle rencontre la plupart, la vie d'Alexandre sur la longueur. C'est devenu un peu des classiques au Royaume-Uni, notamment par la connaissance historique, mais aussi par la richesse des détails qu'elle a récupérés. Elle a publié aussi en 1975 une biographie non romancée d'Alexandre qui s'appelle La nature d'Alexandre, The Nature of Alexander, qui d'ailleurs pas du tout traduite en français. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, je crois pas. Dans laquelle elle remettait d'ailleurs en doute toutes les critiques, les anciennes et modernes, à l'encontre d'Alexandre. Vous avez Roger Perfitte, bien sûr, qui a écrit une biographie romancée d'Alexandre en 3 volumes entre 1977 et 1981, où il revient plus sur sa relation avec Héphaïston, qui est carrément un porte-drapeau de la cause homosexuelle, enfin maintenant LGBT, QAI+, mais à l'époque, voilà. André Malraux, qui va témoigner d'une fascination certaine pour Alexandre en faisant de lui une sorte de génie vivant, notamment dans Hôte de passage de 1975, il parle du contact d'une relique d'Alexandre qui va lui procurer des visions. Et vous avez tous les romanciers, on va dire modernes. Vous avez le David Gemmell qui fait de la fantaisie historique, qui va carrément faire une quadrilogie, Le Lion de Macédoine. Vous avez aussi Valerio Manfredi qui publie en 1998, si je ne m'abuse, une trilogie sur Alexandre. Vous avez Christian Jacques, qui est très connu pour ses sources égyptiennes, mais qui va faire une version romancée de l'épopée d'Alexandre sur les sources mythiques. Vous avez l'Espagnol Javier Negrete, qui a publié le mythe d'Air, ou le dernier voyage d'Alexandre le Grand. C'est un roman assez uchronique, on va dire, puisque dans ce roman, en fait, le romancier imagine que Alexandre se lance à la conquête de l'Occident, qui détruit Carthage, qui détruit Rome. Voilà, donc c'est vraiment un récit uchronique d'Alexandre le Grand. Il va même publier 2 ou 3 suites. Vous avez aussi Laurent Godet, Comment l'oublier, qui raconte à sa manière, très, très bon livre d'ailleurs, l'épopée des événements qui ont suivi après la mort d'Alexandre à travers la fille cadette de Darius III et d'un messager qui est un personnage fictif. Et bien sûr, ils vont la dépouille momifiée d'Alexandre joue un rôle majeur dans l'intrigue de Laurent Godet. Mais bien sûr, vous avez autre chose, vous n'avez pas que la littérature. Alexandre est présent dans l'opéra, si. Il est présent dans de nombreux opéras, notamment Antonio Cesti dans Alexandre, qui a été présenté en 1651. Vous avez aussi Ciconini ou Diani qui ont fait des compositions de Alexandre le Magnifique. Vous avez Handel qui a composé Alexandro en 1726 avec un livret. Vous avez Léonard de Vinci qui a composé Alexandro Niel Indi en 1729 avec un livret bien sûr encore d'un autre. Vous avez Gluck qui a composé Porro en 1744. Vous avez aussi Pacini qui a composé un opéra qui s'appelle Alexandro Niel Indi. Et puis en 1868, vous avez Tchaïkovski qui envisage d'ailleurs à un moment donné d'écrire un opéra mettant en scène Alexandre suite à un échange de lettres. Alors c'est écrit dans sa correspondance. L'opéra était censé se dérouler en Grèce et à Babylone et avait comme thème central les relations entre les Grecs et les Juifs. Une femme juive serait évidemment tombée amoureuse d'Alexandre et aurait quitté son amant, mais Tchaïkovski décide d'abandonner ce projet pour faire place à un opéra de la culture russe. Alors, on y a peut-être gagné. Dans la musique contemporaine, eh bien, Alexandre va inspirer des chansons ou des albums. Ah si, quand même. Vous avez l'album Iskander de 1973 par un groupe qui s'appelle Super Sister, qui était un groupe de rock progressiste hollandais.
Vous avez aussi le groupe de métal Iron Maiden qui a sorti Alexander the Great en 1986. Vous avez Alexandre en 1998 par le chanteur brésilien Caetano Veloso. Vous avez Alexander the Great par un autre groupe de métal, cette fois-ci power metal belge, Iron Mask en 2005. Ah oui, si, je vous assure, il y en a des pas mal. Vous avez encore un groupe de métal qui s'appelle Nile ou Nile, en vérité, qui a sorti un album en 2009. Et puis vous avez Age of Glory, d'un groupe de power metal autrichien Serenity, qui est sorti en 2013. Alors inutile de vous dire que côté musique, ça inspire. Et alors, comment ne pas parler du cinéma? Oh mon Dieu. Alors, honnêtement, si vous avez à voir des films, ceux-là, ils sont quand même... ils sont connus quand même, ils sont connus. Alors vous avez Alexandre dans Deux péplums, Alexandre le Grand de Robert Rossen qui est sorti en 1956 et Richard Burton jouait le rôle d'Alexandre. C'est un film qui est, alors qu'on dit être assez documenté et somptueux par les décors, parce que la première partie est beaucoup plus psychologique et montre vraiment les rapports d'Alexandre et son père, qui ont été très conflictuels. Et la deuxième partie, c'est les batailles et la conquête de l'Empire perse. Vous avez aussi l'Alexandre, qui en anglais s'appelle Alexander, d'Oliver Stone, oui, mon chéri Oliver Stone, qui est sorti en 2004. Tout le monde s'est beaucoup marré sur Colin Farrell dans le rôle d'Alexandre. C'est un film qui est basé sur l'histoire, l'ouvrage de l'historien Robin Lane Fox. Et là, il insiste vraiment, Alexandre d'Oliver Stone, sur les rapports familiaux, que ce soit sa soif de pouvoir ou son ambiguïté sexuelle, notamment avec les Phaiston. Il a été très mal accueilli, ce film, notamment en Grèce, d'où problème, voilà. Il y en a certains, ils sont un peu carrés, mais bon, voilà, c'est encore un beau film. La bataille contre Darius III est excellemment belle. La conquête de l'Inde, c'est hyper bien foutu. La combat avec les éléphants, c'est incroyable. Pareil, bon, il y a des, oui, je sais, tout le monde s'est moqué de la perruque de Colin Farrell, mais bon, Alexandre était connu pour être un blond, il n'était pas vert, donc voilà. Mais bon, après, dedans, il y a quand même Jared Leto en jupette, donc comment vous expliquer Jared Leto en jupette? Moi, il pourrait jouer un pylône, que ça irait très bien. Écoutez, on a les choses qu'on veut, voilà. Vous avez un film indien qui s'appelle Sikandar, bien sûr, en 1941, qui raconte la lutte d'Alexandre et du roi du Pendjab. Et vous avez aussi l'Alexandre le Grand de Théo Angelopoulos en 1980, qui est vrai. Alors là, vraiment, c'est une allégorie contre le stalinisme à travers un dirigeant du XXe siècle qui se prend pour la réincarnation de Alexandre le Grand. C'est à voir. Ah si, c'est à voir. À la télévision, alors là, allons-y gaiement, le nombre de téléfilms sur Alexandre, je ne peux pas tous les citer, mais il y en a un notamment américain sur le ABC qui est sorti, qui s'appelait Alexander the Great, je sais plus de qui. Phil Carlson, non, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être l'auteur du scénario, je crois que c'est William Yates, mais je suis pas sûre. Bon, enfin bref, de 1968, avec William Shatner, John Cassavetes et Joseph Cotton. Que du beau. Puis alors, John Cassavetes, oh là, mon Dieu, qu'il était beau. Bref, il a été au centre de documentaires historiques, évidemment, dont un magnifique qui s'appelle Alexandre le Grand, le Macédonien, qui a été diffusé sur Arte, je crois vers les 2010 ou 2011 ou 2012, un truc comme ça. Il y a eu énormément de documentaires. Il y a eu des secrets d'histoire, notamment sur la France 2, sur Alexandre le Grand. Vous avez aussi des documentaires qui ont été faits. Vous avez un très beau documentaire qui a été fait par le fils d'Oliver Stone, Sean Stone, sur la préparation du film Alexandre. Vous avez des documentaires qui contiennent des bases de films d'Alexandre, d'ailleurs, de Oliver Stone. Vous avez aussi d'énormément de choses qui arrivent partout, des historiens qui ont fait des recueils de documentaires, et d'ailleurs de l'histoire au mythe, d'un documentaire qui a reçu d'ailleurs
de nombreux historiens ou écrivains. Et il y a par exemple, vous avez Michel Degrèce, Diane Ducré qui était dans ce documentaire. Partout, il y en a de partout. Et vous avez le dernier qui vient d'arriver, que j'ai vu. Et vous pouvez aller le voir. Si je vous dis, vous pouvez aller le voir. Vous savez que je suis un peu psychorigide sur certaines choses, et notamment sur Alexandre le Grand. L'année dernière, donc en 2024, est arrivée sur Netflix une série qui s'appelle Alexandre le Grand au rang des dieux, qui est un documentaire à la fois historique et de reconstitution, qui est joué d'ailleurs par un acteur britannique qui s'appelle Buck Branthwaite, qui épouse très bien ce qu'on peut imaginer être Alexandre le Grand. Ah si, toute la bestiole. Voilà. Et vous avez un documentaire qui est passé il n'y a pas très longtemps sur Arte, qui repasse des fois sur France 5, etc., sur une archéologue qui mène des fouilles actuellement à Alexandrie depuis, je ne sais plus, 20 ans. Je crois qu'elle consacre sa vie à Alexandre pour retrouver le tombeau d'Alexandre. Elle est en passe peut-être de trouver quelque chose, puisque à force de faire des trous dans l'endroit supposé où, selon les écrits, il devait être là, et les strates qui ont été ajoutées, de terre, de choses, etc., et puis des parkings, et là c'est un parc avec un parking, etc., ils ont trouvé une entrée et avec des choses qui pourraient préfigurer comme étant la description du tombeau de Alexandre. Elle consacre sa vie à Alexandre le Grand et à retrouver sa tombe. Je peux vous assurer, c'est fascinant. Et tout à l'heure, je vous disais, je connais pas trop bien les jeux vidéo, donc je me suis renseignée auprès de gens qui connaissent très bien les jeux de vidéo. On m'a cité Rise and Fall, Civilization at War, où Alexandre est un des personnages principaux. Aussi dans Throne et Patriote, il est aussi le chef des Grecs dans un jeu vidéo qui s'appelle Civilisation. Il y en a un autre qui s'appelle Rome, Total War, Alexander, qui sont inspirés des 6 batailles qu'il a menées. Vous avez Emperor Earth qui est à plusieurs niveaux de campagne des Grecs autour des conquêtes d'Alexandre. Vous avez Assassin's Creed 2 où à un moment donné il est cité parce qu'il y a un des assassins qui aurait empoisonné Alexandre. Vous avez un jeu vidéo qui s'appelle Dante Inferno qui est mentionné comme ayant tenté de se frayer un chemin en enfer. Et vous avez plusieurs jeux vidéo qui s'appellent de Final Fantasy où il y a une créature qui s'appelle Alexandre et qui peut être invoquée dans les combats pour arriver à gagner quelque chose. Donc il y a énormément de références dans les jeux vidéo. Donc Alexandre est vraiment un personnage marquant depuis sa naissance et on va dire jusqu'à maintenant, puisque ça perdure toujours la fascination des gens qu'ont les gens pour Alexandre le Grand, y compris moi, parce qu'en fait, en une dizaine d'années, pour résumer, par une dizaine d'années, Alexandre le Grand a débarqué en Asie mineure, donc au printemps 334, et il va arriver avec son armée aux rives de l'Indus pour revenir à Babylone, où il va mourir en juin 323. Mais c'est une fulgurante conquête en fait qui va juste changer l'histoire du Moyen-Orient et qui va l'ouvrir à l'influence grecque. Parce qu'en fait, il va débarquer en Asie mineure, il va gagner contre Darius III, qui vont lui ouvrir les portes des capitales comme Babylone, Suse ou Persépolis. Il va une dernière bataille rangée, il va arriver à l'Indus, il va faire une marche très difficile quand même avec le gros de l'armée. Il n'est pas très content, le gros de l'armée en a marre, donc ils veulent repartir. Mais il y a un héritage d'Alexandre. C'est-à-dire qu'il a fait des réformes militaires. La cavalerie lourde, c'est lui. Cette force d'assaut qui accompagne une cavalerie plus légère pour la mobilité. Il y a l'habitude d'avoir des sièges. C'est-à-dire qu'il avait des ingénieurs, des charpentiers, des tireurs de catapultes, comme à Byzance. Il a créé la phalange, cette espèce de force d'attaque rapide et mobile, grâce à un équipement très léger qui peut maintenant préfigurer les forces d'assaut que nous, on peut connaître. Il y a les hommes aussi. C'est-à-dire qu'il a préfiguré comment gérer. C'est-à-dire qu'il avait son noyau à lui, qui était d'une loyauté absolue, et après à ses successeurs. Puis vous aviez
ces notables ou ces soldats ou ces compagnons qui ont été mariés à des femmes d'Asie, mais qui ont formé un socle perse, et en tous les cas à ce moment-là, et puis lui, le chef charismatique qui était engagé personnellement dans les batailles. Il n'était pas derrière, au fond, en train de dire plus à droite, plus à gauche. Non, non, il était dedans, voire devant. Il chargeait en premier. Donc, il y a ce côté idolâtrie un peu, ou en tous les cas, peut-être qu'il était exceptionnellement doué. Hein, on n'était pas là pour le voir. Et puis, vous avez la stratégie. Voilà. Stratégiquement, il avait la connaissance du terrain, puisque en fait, il avait des éclaireurs avant toute bataille qui allait voir sur le terrain, qui lui rapportait au millimètre près ce qui se passait. Il avait cette phalange macédonienne qui était opérationnelle partout, notamment sur terrain plat. Il avait un sens tactique aussi, qu'il a très vite compris, qu'on nous on résumerait entre le marteau et l'enclume en gros, puisque il a réussi à, dans la bataille emblématique de Gaugamélès, donc qui est quand même une des batailles les plus connues d'Alexandre, il est arrivé à faire ça, c'est-à-dire que il y a des formations en coin, et puis il les met des deux côtés, il y a l'armée complète devant, des petites formations sur les côtés, les autres vous attaquent de front, paf, vous les prenez à revers, au revoir, bonne année, joyeuses Pâques. Alors si vous connaissez Azincourt, les Anglais nous ont refait le coup d'Alexandre. Ah bah si. Alors, au milieu c'était les Français, des enclumes dans la boue. Ah bah les Français, vous savez, bon. Et vous avez ce que je viens de vous dire, la bataille de Gaugamélès, qui est l'une des plus connues des 4 grandes batailles d'Alexandre. Qui a été retracé par tous les historiens de l'Antiquité, qui s'est fondé sur un texte perse qui avait été transmis par un compagnon d'Alexandre. Alors texte qui a été perdu depuis, vous imaginez bien, depuis le temps. Il était en infériorité numérique. Ah bah oui, le rapport était mauvais quand même. Il a réussi à disposer ses troupes afin qu'elles ne se fassent absolument jamais encercler. Il a commencé la bataille en faisant alternativement un mouvement sur la droite, et il a alterné les mouvements attaque, contre-attaque, frontale sur les côtés, afin à un moment donné d'ouvrir une brèche dans le front de l'ennemi qui arrivait face à lui, coucou, c'est nous, on arrive, et il s'est engagé avec une partie de la phalange d'infanterie de la cavalerie qu'il avait disposée sur les côtés. Et donc, il a fait recouper en ligne oblique, évidemment, pour arriver dans l'autre sens. Et Darius a été mis en route. Alors moi, le gars, il est quand même un génie tacticien quand même pour faire ce genre de truc. Donc, d'où, je pense, la fascination depuis des années et des années et des années, des siècles maintenant, pour Alexandre le Grand. Donc, j'espère que je vous ai donné envie d'aller découvrir beaucoup plus de choses sur Alexandre. Il y a énormément de choses sur Alexandre le Grand. Vous pourrez trouver des historias, vous pourrez trouver des National Geo spéciaux, vous pourrez trouver des bouquins, des illustrations, il y a des BD, il y a des... Bref, il y a de tout. Donc il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez aller faire que le cinéma, vous pouvez faire que les séries, vous pouvez faire que les films, vous pouvez aller faire que la peinture, la sculpture, les machins, parce que vous n'avez pas envie de faire des trucs modernes. Vous faites ça, parce que moi, je dois avouer qu'à chaque fois que je vois des tableaux ou des sculptures d'Alexandre, je me pâme comme une dinde. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est fascinant. Il est fascinant parce que vous vous dites qu'en 10 ans, il a fait des trucs que vous ne ferez jamais dans votre vie entière. Voilà, ça c'est fait. Mais qu'il a poussé les limites. Et il a conquis des territoires qui étaient jusque-là impossibles à conquérir. Personne ne savait que c'était possible de conquérir ces territoires. Lui, il y est arrivé. Voilà. Alors c'est peut-être... il y a peut-être beaucoup de parts de légende. On est bien d'accord qu'il y a peut-être énormément de choses qui ont été enjolivées, embellies par ces historiens et ces compagnons, etc. Mais il n'empêche que reste quand même Alexandrie, Babylone, etc. Et qu'il y a des traces d'Alexandre partout. Et que il a existé et qu'il était vraiment là. Alors, c'est vrai que c'était une force de la nature, visiblement. Bon, il a été laminé par une maladie. Jeune, 33 ans, c'est quand même jeune. Et 33 ans en ayant 10 ans de bataille derrière vous, des plus grandes batailles et au risque et chargé en premier, le gars était quand même assez exceptionnel. Voilà, donc j'espère que ce premier podcast thématique vous a plu. Vous avez le podcast et vous avez la version avec les photos sur YouTube que je mettrai
sûrement au lendemain du podcast, donc demain, mercredi 15, parce qu'aujourd'hui c'est le 14. Voilà, donc vous aurez la possibilité de voir des photos. J'ai essayé de mettre des photos de sculpture, de peinture, des photos de monnaie qui ont été trouvées, des photos qu'on imagine être Alexandre, des photos évidemment de miniatures, d'enluminures, de peintures, de sculptures et bien sûr de films, de téléfilms et de documentaires, comme ça, où il y en a pour tous les goûts. Merci d'avoir suivi ce podcast. Prochain podcast, c'est la résistance française. Là, ça va être coton, sachant que je pense que je vais me centraliser plus sur l'avant création du Conseil national de la résistance, parce que c'est le plus intéressant, tous les petits réseaux de résistance avant, pour comprendre pourquoi on a unifié tout ça. Voilà, mais je le ferai aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais essayer de résumer ça, pareil que pour Alexandre, entre 1h et 1h20, grand maximum, parce qu'après ça devient déjà chiant pour moi, parce que c'est compliqué à faire d'une seule prise, et après pour vous, à écouter, et puis ça devient trop rébarbatif, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, on est là juste pour vous donner envie, enfin moi, pour vous donner envie d'aller explorer, et en l'occurrence monsieur Alexandre le Grand. Oh, on va continuer à rêver des feuilletons, hein, voilà. Allez, ciao, bonne semaine et à la semaine prochaine. Semaine prochaine, c'est un spécial Geneviève Fauconnier et la double. Voilà, je vous explique un peu ce que c'est la double et qui était Geneviève Fauconnier si vous ne la connaissiez pas. Ciao, merci d'avoir écouté ce podcast.